À l'écoute des RFI, Radio France Internationale. En direct de Paris, il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Bonjour à toutes et à tous, 16h, temps universel. Voici les titres de ce journal en français facile du jeudi 2 juillet. La Syrie. Une bombe explose dans un café du centre de Damas. Plusieurs morts, de nombreux blessés. Nous sommes dans la capitale syrienne dès le début du journal. Les excuses officielles du Royaume-Uni par la voix de son Premier ministre que vous entendrez. Dans les années d'après-guerre, l'État britannique a facilité les adoptions forcées d'enfants. Emeline Vin nous attend à Londres. Dans le sud de la France, plusieurs incendies brûlent les campagnes. Au nord de Marseille, dans les départements de l'Hérault, de l'Aude et aussi près de Perpignan. Et puis enfin, sport au mondial de foot. Après les qualifications des États-Unis, de la Belgique et de l'Angleterre, on se tourne vers les prochains matchs avec notamment Espagne-Autriche, 19h, temps universel. Soyez les bienvenus. À Damas, l'attentat n'a toujours pas été revendiqué. On ne sait pas encore qui est à l'origine de cette explosion survenue cet après-midi dans la capitale syrienne. Il était environ 15h, heure locale, lorsqu'une bombe explose dans un café du centre-ville. Des scènes de panique s'en sont suivies. Un premier bilan est établi à 6 morts et 22 blessés. Le récit de notre correspondant à Damas, Mohamed Erami. Les secours sont encore sur place. Le café a été soufflé par la déflagration. Des débris au sol, des vitres brisées. Dans le restaurant voisin, le patron est encore sous le choc. Il porte un t-shirt et des baskets tachées de sang. Il raconte avoir aidé à sortir les blessés juste après l'explosion. Tout s'est joué en quelques secondes. Ahmed, patron du restaurant. Après l'explosion, je me suis dirigé à l'intérieur du café. Il y avait des clients morts et d'autres blessés. J'ai immédiatement commencé à venir en aide aux blessés en les sortant de là avant que les ambulances ne les emmènent. Il est un peu plus de midi, le café est plein, comme chaque jour, des avocats, des employés du tribunal, des habitants du quartier. Le lieu se trouve au pied du palais de justice de Damas, à l'entrée de la vieille ville, une zone très fréquentée à cette heure de la journée. Selon les autorités, une bombe aurait été placée sous une table. L'explosion a fait 6 morts et 22 blessés selon un bilan encore provisoire du ministère de la Santé. Les victimes ont été transférées vers 5 hôpitaux de la capitale. Katia, une habitante du quartier. Au moment de l'explosion, j'étais juste à côté. Je me suis mise à courir pour m'éloigner. Il y avait beaucoup d'ambulances. Elles ont pris en charge de nombreux blessés. Ce café était bondé. L'enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes de l'explosion. Si la piste d'un engin explosif est désormais privilégiée par les autorités, aucune revendication n'a été confirmée à ce stade. Le bilan, lui, pourrait encore évoluer dans les prochaines heures. Mohamed Erami, Damas, RFI. À Kiev, un bâtiment de la Croix-Rouge a été détruit par l'armée russe. L'entrepôt de la Croix-Rouge contenait de l'aide humanitaire. La nuit dernière, plusieurs frappes russes ont visé la capitale ukrainienne, faisant également de nombreuses victimes. Au moins 21 morts, 85 blessés selon le président ukrainien. D'ailleurs, Volodymyr Zelensky vient de se rendre sur l'un des lieux de ce bombardement et il déclare « L'Ukraine répondra ». Sur le continent africain, au Niger, une attaque a été repoussée à Torodi, dernière grande ville avant la frontière avec le Burkina Faso. Les assaillants ont visé tôt ce matin une position des forces de défense et de sécurité nigériennes. Le quotidien gouvernemental, le Sahel, avance un bilan de 41 terroristes tués, un bilan qui n'a pas pu être confirmé de sources indépendantes. Le Royaume-Uni présente ses excuses aux femmes et aux enfants victimes d'adoptions forcées. Entre 1949 et 1976, des femmes tombées enceintes hors mariage étaient souvent internées, mises de côté dans des établissements religieux. Dans certains cas et de manière largement soutenue par l'État britannique, les enfants nés dans ces établissements étaient proposés à l'adoption sans l'accord de leur maman. Emeline Vin, après des années de campagne des survivants, le Premier ministre reconnaît l'implication des autorités. It is a stain on our history.
Une tache sur notre histoire. Entre 1949 et 1976, 185 000 bébés nés de mères célibataires ont été adoptés de force. Après un rapport parlementaire et des centaines de témoignages, le Premier ministre présente ses excuses. Des mamans, certaines très jeunes, vulnérables, ont été forcées d'abandonner leur enfant. Ces pratiques étaient ancrées au sein des autorités locales, des institutions caritatives et religieuses et du système de santé. Plusieurs députés témoignent, dont Tracy Gilbert. J'ai été adoptée en 1972 et je ne sais pas si ma mère biologique s'est sentie obligée de me faire adopter. Et je sais que mes parents adoptifs n'auraient pas voulu adopter une enfant retirée de force à sa mère. Le gouvernement s'engage à faciliter les recherches administratives pour que les adoptés puissent s'informer sur leur famille biologique et envisage des réparations financières sans s'engager. L'Église d'Angleterre, qui gérait la majorité des établissements pour mères célibataires, a déjà présenté ses excuses. Emeline Van, Londres, RFI. 18h06 à Paris, venons-en au mondial de football. 3 affiches au programme des prochaines heures. Portugal, Croatie, 23h, temps universel. Suisse, Algérie, 3h, temps universel. Et puis, un certain Espagne-Autriche à 19h, TU. L'équipe d'Espagne est favorite. Mais depuis le début de la compétition, l'attaquant Lamine Yamal et ses coéquipiers n'ont pas vraiment impressionné. Alors, à quelques heures du match, le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente pense savoir que son équipe va monter en puissance. Ce que nous avons constaté depuis notre arrivée et jusqu'au match contre l'Uruguay, et ce que je vois cette semaine, c'est que l'équipe commence déjà à trouver ses marques. On retrouve beaucoup d'instinct, un feeling qu'on avait par le passé. Et vu ce que nous avons montré jusqu'à présent, je suis très satisfait. Nous continuons de progresser malgré les exigences. J'adore quand on nous met la pression, car je sais qu'on attend beaucoup de nous. Et maintenant, c'est à nous de répondre à ces attentes. Évidemment, nous n'avons plus droit à l'erreur. Et nous devons gagner le prochain match. Luis de la Fuente, le sélectionneur espagnol, avant que son équipe rencontre ce soir l'Autriche. Les pompiers luttent contre des incendies à l'heure actuelle dans le sud de la France. Le vent, la sécheresse et la chaleur ne les aident pas à éteindre les feux. Le plus important des incendies est à cheval entre les départements de l'Aude et de l'Hérault. Il a déjà parcouru environ 900 hectares. Le Premier ministre Sébastien Lecornu est à Marseille pour diriger les opérations. Et puis enfin, à la page musique, parlons de jazz grâce au festival Jazz à Vienne. Depuis sa création par 5 bénévoles il y a maintenant 45 ans, cet événement musical du sud de la France est devenu une référence. Les artistes venus du monde entier montent notamment sur une scène mythique, celle du Théâtre Antique de Vienne, un site historique exceptionnel. Reportage Lisa Giroldini. Comme chaque année, au début de l'été, Vienne redevient la capitale du jazz. Par-dessus tout, Jazz à Vienne se veut être un festival populaire et accessible, déjà financièrement avec 167 concerts dont les 3/4 sont gratuits, mais aussi accessible au niveau de la programmation, sans la réserver seulement aux spécialistes du jazz, mais en l'ouvrant aux musiques actuelles et au croisement entre les styles. Le directeur artistique, Guillaume Anger. On a des soirées reggae jazz, on a des soirées hip-hop jazz, soul jazz, on a des soirées blues, jazz vocal, on a des soirées instrumentistes, il y a des moments festifs, il y a des moments où simplement on écoute un concert assis et avoir un moment d'attention particulière. La beauté de Jazz à Vienne s'incarne aussi grâce au lieu où se déroulent les concerts, la scène de Cybèle dans des vestiges archéologiques gallo-romains ou encore le Théâtre Antique, monument historique vieux de près de 2000 ans, construit face au soleil couchant. C'est un lieu magique, on avait encore cet après-midi des étrangers qui rentraient dans le Théâtre Antique et faisaient des grands waouh quand ils rentraient, impressionnés par ce Théâtre Antique de 7400 places, c'est un grand format. Ce site où l'acoustique est vraiment magnifique. Partout où on est, on a une vision sur la scène qui est vraiment toujours de qualité. C'est aussi ça, effectivement, qui fait l'histoire de Jazz à Vienne. Le festival se poursuit encore jusqu'au 11 juillet avec plus de 200 000 spectateurs attendus pour cette 45e édition.
Et c'est avec les Californiens de Groundation que se referme ce journal en français facile.